À quoi sert la signalisation routière? La signalisation routière a pour rôle d'informer les usagers de la route de manière à faciliter la circulation d'un grand nombre de catégories d'utilisateurs et de réduire le risque d'accident. Elle se doit d'être cohérente, simple et homogène afin d'être comprise par tous dès le plus jeune âge. La signalisation est dite verticale pour les panneaux, les feux, les balises, et horizontale pour les marquages sur la chaussée. Pour bien identifier les signaux, un code de couleur et de forme correspond à chaque catégorie. Les panneaux peuvent être complétés par des panonceaux lorsqu'ils concernent uniquement une catégorie d'usagers ou lorsqu'ils s'appliquent sur une distance déterminée par exemple. Un ensemble de panneaux routiers et autoroutiers sert à guider le conducteur dans le choix de ses itinéraires. Ce sont les signaux de direction et de localisation. Comme rien n'est immuable, la signalisation fait parfois l'objet de modifications. On utilise alors la signalisation horizontale et verticale temporaire. Pour chacune des catégories, nous allons apprendre les règles générales, les exceptions et plusieurs exemples. Nous ne pourrons vous montrer dans ce cours la totalité des panneaux. Il conviendra de compléter votre formation avec votre livre de code. Pour commencer ce cours sur la signalisation, voyons les règles concernant les panneaux de danger. Les panneaux de danger sont de forme triangulaire, fond blanc, à bord rouge, pointe vers le haut. Ils préviennent les usagers des risques qu'ils peuvent rencontrer. En règle générale, ils sont implantés à l'avance de manière à ce que les conducteurs puissent adapter leur allure. Hors agglomération, ils sont placés à environ 150 mètres de ce qu'ils signalent et à environ 50 mètres en agglomération. Cette disposition tient compte de la vitesse à laquelle on circule. Il existe toutefois une exception à cette règle. Le panneau « Circulation à double sens » est lui toujours implanté en position. Attention, à partir de ce panneau, la chaussée peut comporter 2, 3 ou 4 voies de circulation sans terre-plein central et la vitesse est limitée à 90 km/h, sauf indication contraire. À l'intérieur du panneau figure un symbole qui désigne la nature du danger. On peut les classer en plusieurs familles afin de mieux les identifier. On trouve notamment toute une série de panneaux concernant les autres catégories d'usagers, les endroits fréquentés par les enfants, les passages pour piétons, les passages d'animaux sauvages ou domestiques, les traversées d'aires de danger aérien, les débouchés de cyclistes, les passages de cavaliers et les traversées de voies de tramway par exemple. Il est important de noter que tous ces symboles sont orientés de la droite vers la gauche, mais le panneau n'annonce pas de quel côté vient le danger. Le danger peut donc survenir de la droite comme de la gauche. D'ailleurs, si les tramways par exemple circulaient tous dans le même sens, ce ne serait guère efficace. Les panneaux qui annoncent les virages sont classés en deux catégories. Ceux qui annoncent un seul virage dangereux, à droite ou à gauche, et les panneaux qui annoncent une suite de virages dangereux, dont le premier est à gauche ou dont le premier est à droite. Attention, avec ces deux panneaux, on connaît uniquement le sens du premier virage. Ensuite, toutes les configurations sont possibles. Plusieurs panneaux donnent des indications sur l'état ou le profil de la chaussée, tels que risque de chute de pierre, présence de pierre sur la chaussée, chaussée glissante, vent latéral ou débouché sur un quai ou une berge. Une certaine confusion s'installe souvent entre ces deux panneaux. Ce panneau annonce un cassis ou dos d'âne. Un cassis représente un creux sur la chaussée, alors que le dos d'âne est une bosse. Ce panneau est généralement utilisé pour signaler le profil naturel d'une chaussée lors du franchissement d'un passage à niveau par exemple. Ce panneau, quant à lui, est utilisé pour signaler un dispositif artificiel créé volontairement par la main de l'homme pour ralentir la circulation. Un marquage au sol complétera la signalisation de position. Concernant les modifications de largeur de chaussée, 3 panneaux servent à annoncer un rétrécissement. Ceux-là annoncent un rétrécissement par la droite et par la gauche. Lorsque le rétrécissement est symétrique
ou que la disposition des lieux ne permet pas de l'attribuer à un côté déterminé, ce panneau est alors implanté. Pour annoncer la proximité d'un pont mobile, on utilise ce panneau. Il sera complété par des barrières et parfois, lorsque la nature ou l'importance du trafic le justifie, par une signalisation lumineuse adaptée. Les feux tricolores sont obligatoirement annoncés par ce panneau hors agglomération. En agglomération, lorsque le feu peut surprendre par son implantation, après une courbe par exemple, le panneau peut également être utilisé. Ce signal permet d'annoncer les descentes dangereuses. Un pourcentage figure sur le plan incliné, 15% par exemple. Cela signifie que sur une distance de 100 mètres parcourus, je descends de 15 mètres. On peut aussi le traduire ainsi. C'est comme si après avoir parcouru 100 mètres, on sautait une marche de 15 mètres, ce qui représente donc une forte déclivité. Ces différents symboles servent à prévenir les conducteurs qu'ils abordent une zone particulièrement dangereuse, la traversée d'une voie ferrée avec ou sans barrière. Enfin, pour signaler tous les dangers pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique, on utilise ce panneau, très souvent complété par un panonceau qui précisera la nature du danger. Les panneaux d'interdiction sont ronds, bordés de rouge. Pour la plupart d'entre eux, ils sont placés à proximité immédiate de l'endroit où l'interdiction s'applique. Ils doivent être répétés après une intersection, lorsque l'interdiction se poursuit, afin que les usagers débouchant des rues transversales en soient avertis. Le plus répandu de tous les panneaux d'interdiction est sans aucun doute celui qui annonce les limitations de vitesse. Il est interdit de circuler au-delà de la vitesse indiquée dans le panneau. Cette limitation de vitesse s'applique uniquement sur la route sur laquelle il est implanté. À l'intérieur des agglomérations, une limitation de vitesse à 30 km/h peut être imposée dans plusieurs rues. Ce secteur est alors délimité par ces panneaux d'entrée et de sortie de zone. Le panneau de sortie d'agglomération peut également mettre fin à cette limitation de vitesse. Il existe un grand nombre de panneaux servant à interdire l'accès à une ou plusieurs catégories d'usagers de la route, tels que les cycles, les cyclomoteurs ou les piétons par exemple. Mais attention aux faux amis. Ces deux panneaux se ressemblent, mais ne concernent pas du tout les mêmes catégories de véhicules. Ce panneau interdit l'accès à tous les véhicules affectés au transport de marchandises, quel que soit leur poids. Alors que celui-ci, qui pourtant comporte le même symbole, ne concerne pas uniquement les transports de marchandises. En effet, il interdit l'accès aux véhicules toutes catégories confondues dont la longueur totale dépasse l'indication portée dans le panneau. Un véhicule tractant une caravane ou bien un autocar peut donc être concerné. Ces deux panneaux interdisent la circulation à tous les véhicules. Le sens interdit concerne seulement les usagers qui se trouvent face au panneau. Et celui-ci interdit la circulation dans les deux sens. Il est bon de noter que les cyclistes sont concernés par ces restrictions de circulation. Quelques panneaux sont implantés légèrement en amont de l'endroit où s'applique la prescription, de manière à ce que les conducteurs puissent prendre leurs dispositions. Il s'agit des panneaux d'interdiction de tourner à droite, à gauche et faire demi-tour. Ces interdictions s'appliquent à partir du panneau jusqu'à la prochaine intersection. 4 autres panneaux d'interdiction sont implantés avant ce qu'ils signalent. Ils imposent l'arrêt. Petite précision. Le panneau « Halte péage » indique soit l'endroit où l'on prend le ticket, soit l'endroit où l'on s'acquitte du paiement du trajet. Ce panneau signale l'interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur, autres que les deux roues sans sidecar. Plus simplement, il est autorisé de dépasser uniquement les véhicules non motorisés, ainsi que les cyclomoteurs et les motos. Cette interdiction s'applique à partir du signal et jusqu'à la prochaine intersection. Celui-ci interdit également le dépassement de tous les véhicules à moteur, autres que les deux roues sans sidecar, mais cette interdiction concerne uniquement les véhicules affectés au transport de marchandises dont le poids total est supérieur à 3,5 tonnes. Les interdictions peuvent également concerner la hauteur, la largeur, le poids ou les distances à respecter entre les véhicules.
Dans cet exemple, il convient de faire cette lecture. Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4 mètres. Un véhicule de 4 mètres juste peut s'engager. L'interdiction d'utiliser l'avertisseur sonore, sauf en cas de danger immédiat, est mentionnée par ce panneau. Retenez que le signal d'entrée d'agglomération implique à lui seul cette interdiction. Enfin, pour signaler les interdictions pour lesquelles il n'existe pas de panneau spécifique, on utilisera celui-ci, dans lequel sera mentionnée l'interdiction en toutes lettres. Les interdictions s'appliquent jusqu'à la prochaine intersection ou jusqu'à un panneau de fin d'interdiction à fond blanc et inscription rayée noire. Enfin, ce panneau met fin à toutes les interdictions précédemment signalées imposées aux véhicules en mouvement. Ce signal ne concerne donc pas les règles liées à l'arrêt et au stationnement que nous allons aborder maintenant. Concernant les panneaux de stationnement, il existe deux grandes familles. Les signaux ronds qui concernent une seule rue et les signaux carrés qui s'appliquent à toute une zone. Commençons tout d'abord par les panneaux de rue. L'interdiction s'applique uniquement du côté où est implanté le panneau à partir du signal jusqu'à la prochaine intersection, et ce, sur la chaussée et son accotement. Lorsqu'aucune inscription ne figure à l'intérieur du signal, cette interdiction s'applique en permanence. En règle générale, cette signalisation est implantée du côté droit, sauf dans les rues à sens unique. Lorsqu'une inscription est portée à l'intérieur du signal, seule la quinzaine mentionnée est concernée. Je m'explique. Si l'inscription 1-15 est inscrite en haut à droite, le stationnement est interdit du 1er au 15 de chaque mois. L'inscription 1631, quant à elle, sera toujours mentionnée en bas à gauche dans le panneau, mais l'interdiction concerne toujours le côté où est implanté le signal, du 16 au 31 de chaque mois. Ce panneau interdit l'arrêt, c'est-à-dire l'immobilisation du véhicule, même quelques secondes. Le stationnement est à plus forte raison interdit. Cette interdiction s'applique également sur la chaussée et sur l'accotement jusqu'à la prochaine intersection. Les signaux de stationnement de forme carrée sont des panneaux de zone. Une zone est composée d'une ou plusieurs rues à l'intérieur d'une agglomération. Si aucune mention n'est portée à l'intérieur du panneau, le stationnement est interdit dans toute la zone jusqu'au panneau de sortie de zone. Toutefois, lorsqu'un symbole est placé en bas à droite dans le panneau, le stationnement n'est plus interdit, mais soit limité et gratuit avec contrôle par disque, soit limité et payant avec contrôle par horodateur. Lorsque les inscriptions 1-15 et 1631 sont portées à l'intérieur du panneau, le stationnement est alors unilatéral à alternance semi-mensuelle. Je vois à votre tête que cette phrase n'est pas très simple à comprendre. Stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle, cela signifie unilatéral, on stationne d'un seul côté de la rue. Et alternance semi-mensuelle indique que l'on va changer de côté de stationnement à la moitié du mois. Pendant la première quinzaine de chaque mois, les véhicules doivent être stationnés du côté des numéros impairs, des maisons ou des immeubles. Pendant la deuxième quinzaine, les véhicules doivent se trouver stationnés du côté des numéros pairs. Un petit truc pour vous aider à retenir cette règle. Prenez comme référence le premier chiffre de chaque quinzaine. Du 1 au 15, 1 est impair, je stationne côté impair. Du 16 au 31, 16 est pair, je stationne du côté pair. Cela peut vous servir de repère. Le dernier jour de chaque quinzaine, il faut changer de côté de stationnement. Le faire à minuit ne serait guère commode. Il faut donc effectuer ce changement le 15 et le dernier jour de chaque mois entre 20h30 et 21h. Il est important de respecter cette règle, de manière à ne pas avoir des véhicules stationnés des deux côtés dans des rues où la circulation est déjà compliquée. Il est possible également de cumuler deux règles, à savoir le stationnement par quinzaine et limité dans le temps avec contrôle par disque. Pour mettre fin à toutes ces zones, ces signaux de sortie de zone seront implantés. Ils sont très facilement identifiables par leur couleur et la bande oblique. Pour imposer, on utilise le bleu
et les panneaux ronds, ce sont les signaux d'obligation. Certains panneaux d'obligation sont placés en signalisation avancée dans le but de laisser le temps aux conducteurs de préparer leur manœuvre de changement de direction. Ils s'appliquent alors à la première intersection. Ces deux panneaux sont placés juste après l'intersection pour imposer de tourner à droite ou à gauche. Les conducteurs doivent changer de direction avant ces signaux. Des flèches sont utilisées pour imposer des contournements d'obstacles, de monuments ou de terre-plein soit par la droite, soit par la gauche. Les signaux d'obligation peuvent également imposer la circulation sur une partie de la chaussée pour une catégorie déterminée d'usagers. On dit alors que ce sont des voies réservées aux bus, tramways, piétons, cavaliers ou cycles. L'accès, l'arrêt et le stationnement sont interdits dans ces voies à toutes les autres catégories d'usagers. Ce panneau impose aux conducteurs de circuler au minimum à la vitesse indiquée à l'intérieur du panneau. Cette disposition est nécessaire là où la lenteur de certains véhicules peut surprendre et s'avérer dangereuse, dans un tunnel par exemple. Ce signal, que l'on va rencontrer principalement en montagne, impose de porter des chaînes à neige sur au moins 2 roues motrices. Les roues motrices sont celles qui sont entraînées par le moteur. Il peut s'agir de roues avant sur une traction ou des roues arrière sur une propulsion. Les véhicules à 4 roues motrices ne doivent être équipés de chaînes à neige que sur 2 roues motrices. Dans tous les cas, il est recommandé de circuler à allure modérée. Les autres obligations peuvent être imposées par ce panneau rond bleu dans lequel sera mentionnée clairement la prescription « Allumez vos feux » par exemple. Pour mettre fin aux obligations, on utilisera les ronds bleus avec une bande rouge oblique ou la mention manuscrite correspondante. Les panneaux d'indication sont classés en 2 catégories. Les indications de conduite sont carrées ou rectangulaires à fond bleu. Les indications de service sont carrées ou rectangulaires à fond blanc pour la plupart. Ces signaux permettent de porter à la connaissance des usagers de la route des indications utiles à la conduite des véhicules. Ce sont des informations relatives à l'usage et à la praticabilité des voies et à l'annonce de certains aménagements ou services. Ces panneaux sont placés à proximité immédiate de ce qu'ils signalent, sauf indication contraire, comme dans cette situation. Les panneaux d'indication peuvent servir à définir l'utilisation et le partage des espaces de circulation. Ce symbole, aire piétonne, définit une zone dédiée à la circulation des piétons. Dans cet espace, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne sont autorisés à circuler à l'allure du pas, les piétons sont prioritaires. Le panneau « Zone de rencontre » permet la cohabitation de tous les usagers. Les piétons sont autorisés à se déplacer sur la chaussée et sont prioritaires sur les autres usagers, sauf sur les tramways. La vitesse est limitée à 20 km/h pour tous les véhicules. Enfin, les voies vertes sont exclusivement réservées à la circulation des piétons et des véhicules sans moteur. Pour le stationnement des véhicules en agglomération, sur route et sur les aires de repos autoroutières, on utilise ces panneaux. Le stationnement peut être gratuit à durée limitée avec contrôle par disque, ou bien limité et payant. Pour réserver une zone d'arrêt à une catégorie de véhicules, on rencontrera ce panneau pour les arrêts dédiés au transport en commun et celui-ci pour les taxis. Un marquage détermine l'étendue de la zone interdite aux autres catégories d'usagers. Pour matérialiser un endroit déjà signalé par un panneau de danger, on utilise ce signal en présence d'un passage pour piétons, ou bien celui-ci pour matérialiser une traversée de tramway, ou celui-là pour un ralentisseur de type dos d'âne. Ce panneau annonce l'entrée d'une autoroute. Cette chaussée comporte au minimum 2 voies en sens unique, séparées de la circulation en sens inverse par un terre-plein central, et la vitesse est limitée, sauf indication contraire, à 130 km/h. L'accès est interdit aux piétons, aux véhicules non motorisés, aux cyclomoteurs, aux tricycles dont la puissance n'excède pas 15 kW et dont le poids est inférieur à 550 kg, aux voiturettes et autres quads, aux véhicules agricoles et de travaux publics, et à certains ensembles de véhicules comprenant plusieurs remorques.
Sur le réseau autoroutier, on trouvera bon nombre de panneaux d'indication tels que la présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage, le paiement auprès d'un péagiste, le paiement par carte bancaire, le paiement automatique par pièce de monnaie, les paiements par abonnement pour les poids lourds ou pour les autres véhicules. Sur les aires de repos autoroutières, on peut trouver également bon nombre de services tels que cabine téléphonique, point d'information service, emplacement pour pique-nique, toilettes, installations accessibles aux personnes à mobilité réduite, restaurants, débit de boissons, etc. Ce panneau signale l'entrée d'une route à accès réglementé. En règle générale, cette chaussée est en sens unique, séparée par un terre-plein central et limitée à 110 km/h. Les restrictions d'accès sont exactement les mêmes que pour les autoroutes. Une chaussée en sens unique est annoncée à l'aide de ce panneau que l'on rencontre en et hors agglomération. À l'intérieur des tunnels, sur autoroute et sur les routes à accès réglementé, les emplacements d'arrêt d'urgence seront signalés par ce panneau. On ne peut s'y placer qu'en cas d'extrême nécessité, panne, malaise ou accident. Puisque l'on parle de tunnels, ce panneau signale les ouvrages de plus de 300 mètres de long. À l'intérieur du tunnel, ces panneaux seront utilisés pour signaler des issues de secours vers la droite ou vers la gauche. Je sais ce que vous pensez. Je vous ai dit au début de ce chapitre que les panneaux d'indication étaient à fond bleu ou blanc. Eh bien, celui-ci est vert. Son implantation exclusive en tunnel vaut bien cette particularité. Il existe un nombre important de signaux pour définir les conditions particulières de circulation. Ces panneaux concernent le nombre de voies, les catégories d'usagers autorisés à y circuler, les sens de circulation. En voici quelques exemples. Ce panneau, plutôt commun en agglomération, sert à signaler l'entrée d'une impasse. L'accès est autorisé, mais il faudra faire demi-tour au bout. Lorsqu'il est judicieusement implanté en présignalisation, il permet d'éviter la voie sans issue. Ce panneau, qui ressemble un peu à la voie sans issue, signale une voie de détresse, soit à droite, soit à gauche. Les voies de détresse se terminent par un long bac à sable ou à gravier qui va servir à arrêter les véhicules ayant perdu l'usage de leurs freins. Un damier rouge et blanc matérialisera le début de la voie. Il va de soi que tout arrêt sur cette voie est vraiment dangereux, donc interdit. Il existe un nombre important de panneaux à fond blanc permettant de situer un service. Bien souvent, l'idéogramme à l'intérieur parle de lui-même. En voici quelques exemples. Dans tous les cas où il n'existe pas de panneau spécifique, et lorsqu'il est utile de donner une information au conducteur, on fait usage de ce panneau dans lequel est porté un message concis et lisible. Enfin, il existe quelques panneaux qui mettent fin à une indication précédemment signalée. Il suffit pour cela de les rayer d'une barre rouge. Cette partie va être consacrée aux panneaux qui permettent de régler les ordres de passage aux intersections et lorsque le croisement est difficile. Commençons par la règle de priorité à droite. Cela signifie que je suis tenu de céder le passage aux véhicules débouchant de la ou des rues situées à ma droite. Cette règle s'applique dans toutes les intersections, quelle que soit leur forme, lorsqu'aucune autre signalisation de priorité n'est implantée. Ce panneau peut être implanté à l'approche de l'intersection, à environ 150 mètres hors agglomération et 50 mètres en agglomération. Dans ce cas, il est plus aisé de détecter l'intersection. Ce signal, priorité ponctuelle, est implanté sur les routes où je bénéficie de la priorité de passage. Il ne s'applique que pour la première intersection. Les usagers de la ou des routes transversales rencontrent un signal stop ou céder le passage. Ce signal triangulaire pointant bas signifie céder le passage. Je dois alors céder le passage des deux côtés, sauf lorsque j'aborde une chaussée à sens unique. L'arrêt n'est pas obligatoire. Le panneau de stop, nul besoin de faire la présentation, vous l'avez déjà rencontré. La règle est simple, je dois marquer l'arrêt et céder le passage des deux côtés, sauf en abordant une rue en sens unique. Dans la plupart des cas, ces deux panneaux céder le passage et stop sont précédés de celui-ci. Pour permettre d'identifier plus tôt la règle à respecter,
le panonceau placé dessous est différent. Celui-ci pour annoncer un cédez-le-passage et celui-là pour annoncer un stop. On peut remarquer que les panneaux de cédez-le-passage et de stop sont uniques de par leur forme. Même si on les voit de dos, on arrive à les identifier, ce qui peut s'avérer très pratique dans certaines configurations d'intersection afin de détecter les règles de priorité. En agglomération exclusivement, lorsque la visibilité est très mauvaise, un miroir peut être installé pour sécuriser le départ d'un stop. Son implantation répond à des critères stricts. Il ne doit être placé que lorsqu'aucune autre solution ne peut être mise en place. Ce panneau annonce une route à caractère prioritaire. Je bénéficie de la priorité de passage à plusieurs intersections, jusqu'à ce panneau qui y met fin. Ce triangle avec ses 3 flèches annonce un carrefour à sens giratoire. Hors agglomération, le signal cédez-le-passage est obligatoirement implanté en position. En agglomération, il reste facultatif. En abordant ce carrefour, je suis tenu de céder le passage à tous les usagers qui y circulent. Attention, certaines places circulaires ne comportent pas de signalisation de priorité. Je dois céder le passage aux véhicules débouchant de la ou des rues situées sur ma droite. Cette place-ci est sans doute la plus connue. Ces 2 panneaux font partie des signaux d'interdiction et d'indication. Ils règlent également la priorité dans un passage étroit. Le conducteur qui rencontre ce panneau ne peut s'engager que s'il n'impose pas l'arrêt aux véhicules arrivant en sens inverse. Il est bon de noter que ces 2 panneaux ne peuvent être implantés l'un sans l'autre, cela n'aurait alors plus aucun sens. L'infrastructure routière, c'est l'ensemble des chaussées, ponts, tunnels, équipements divers et dépendances. Afin de conserver ce patrimoine en bon état, il convient d'effectuer des modifications et des aménagements. Souvent perçus comme une gêne par l'usager, les travaux sont indispensables pour améliorer les déplacements et la sécurité de tous. Ce monde des travaux sera principalement caractérisé par les couleurs utilisées. Le jaune pour la plupart des panneaux et les marquages, le rouge et blanc pour tout ce qui concerne le balisage. Avant d'aborder la zone de travaux, je peux être averti par ce genre de signalisation. Ces panneaux donnent à l'avance des informations diverses sur les modifications à venir. Les signaux de danger utilisés pour les zones de travaux sont à fond jaune. Certains symboles sont identiques aux panneaux permanents, à savoir chaussée glissante, cassis ou dodane, feu tricolore, rétrécissement de chaussée, autres dangers dont la nature peut être précisée par un panonceau. D'autres sont inédits. Je veux dire par là qu'ils n'existent pas en blanc. Et pour cause, il s'agit des signaux qui annoncent projection de gravillon, travaux, bouchons et accidents. Tout cela ne peut être que temporaire. Il faut retenir que les panneaux d'interdiction, d'obligation et plus rarement d'indication qui peuvent être utilisés dans les zones de travaux conservent leur couleur initiale. Leur implantation, parfois atypique au sol ou sur des supports provisoires, permettra d'identifier leur caractère temporaire. Le plus souvent, lorsque la signalisation temporaire modifie les règles de la signalisation permanente, cette dernière doit être neutralisée. Toutefois, lorsque les 2 signalisations se côtoient, la signalisation temporaire, marquages et panneaux, annule et remplace la signalisation permanente. À l'intérieur de la zone, une multitude de signaux divers permettra de guider au mieux les usagers en canalisant la circulation de manière à assurer la sécurité des conducteurs et des personnels du chantier. L'affectation des voies de circulation peut être modifiée. Je peux même, dans certains cas, être amené à circuler en empruntant la chaussée réservée habituellement à la circulation en sens inverse. Ces signaux servent à mettre fin à la zone de perturbation. La signalisation de direction se doit d'être simple, précise, facilement identifiable par toutes les catégories d'usagers et doit permettre de se déplacer efficacement. Un code de couleur permet d'identifier le type d'itinéraire que l'on souhaite emprunter. Le bleu indique un itinéraire empruntant une autoroute, le vert un itinéraire principal reliant des villes importantes, le blanc est utilisé pour les itinéraires secondaires ou localités proches,
le jaune pour les itinéraires temporaires et enfin le marron pour les itinéraires ou les informations touristiques. Des cartouches ou des encarts de couleur permettent de connaître la catégorie de route sur laquelle on circule. Les cartouches sont placées au-dessus des panneaux, les encarts à l'intérieur. Ce classement administratif permet d'identifier à qui en incombe la gestion. Le vert et la lettre E signalent les routes européennes, le rouge et la lettre A sont utilisés pour les autoroutes, le rouge et la lettre N pour les nationales, le jaune et la lettre D pour les départementales, le blanc et les lettres C ou R pour le réseau communal ou rural, et enfin le vert et la lettre F pour les chemins forestiers. À l'intérieur des signaux de direction peuvent figurer des idéogrammes permettant de localiser rapidement un service, une installation ou un site touristique par exemple. On peut également trouver bon nombre de symboles d'interdiction ou d'indication figurant dans les panneaux. Cela permet de donner une information sur une direction, parfois plusieurs dizaines de kilomètres à l'avance. Une intersection simple est généralement signalée ainsi. Ce type de panneau précise les directions que je pourrai suivre à la prochaine intersection. Ce sont des signaux de présignalisation. Ces panneaux sont placés en position avec ou sans rappel de la distance restant à parcourir. Je tourne avant les panneaux. Parfois, ce genre de panneau confirme que je circule bien sur l'itinéraire choisi. Il est placé après l'intersection. Le panneau qui annonce l'intersection peut également être de type diagrammatique. Dans ce cas, en plus des indications de direction, il fournit des informations sur la forme de l'intersection. Les itinéraires bis et de substitution, malgré leur couleur jaune, font partie de la signalisation permanente. Ils ne revêtent pas de caractère obligatoire comme les itinéraires de déviation. L'itinéraire bis permet d'éviter les axes principaux très encombrés lors des périodes à forte circulation, week-ends et vacances par exemple. L'itinéraire de substitution est quant à lui associé à l'autoroute lorsque des difficultés de circulation apparaissent. En suivant ces panneaux, je contourne les difficultés. Si plusieurs itinéraires de substitution se côtoient, ils seront différenciés par des chiffres S1, S2, etc. Ces panneaux mettront fin à ces itinéraires. Les panneaux de localisation permettent au conducteur de se situer dans l'espace. Ces signaux vont de la localisation d'un État appartenant à l'Union européenne au simple lieu-dit. Les signaux de localisation permettent d'identifier un territoire, État, région, département, parc naturel, etc. Le signal d'entrée d'agglomération, à lui seul, impose deux règles. Vitesse limitée à 50 km/h sauf indication contraire, et usage de l'avertisseur sonore interdit sauf en cas de danger immédiat. Ce panneau indique la sortie de l'agglomération et la fin de toutes les prescriptions qui s'y appliquaient. Ce panneau annonce un lieu-dit. La vitesse, sauf indication contraire à l'entrée du lieu-dit, est limitée à 90 km/h. Toutefois, le conducteur est tenu de ralentir, d'adapter l'allure en tenant compte de la configuration des lieux et de la visibilité. Il doit également s'attendre à la présence de piétons, cyclistes et autres usagers vulnérables. Ce signal ressemble au lieu-dit, mais le symbole des vagues permet de déterminer clairement qu'il s'agit d'un cours d'eau, fleuve, rivière, canal. Enfin, les aires de repos sur route sont signalées par ces panneaux à fond noir. Alors que les aires de repos sur autoroute sont reconnaissables à leurs panneaux bleus, comme l'ensemble de la signalisation autoroutière. Pour terminer ce cours sur les panneaux, il nous reste à découvrir quelques signaux atypiques que l'on pourrait qualifier d'inclassables. Il s'agit par exemple des panneaux à messages variables. Ils servent à délivrer des messages de sécurité, des informations sur le trafic ou tout simplement l'heure. Les messages de sécurité peuvent également être rappelés par ce genre de panneaux qui aident les conducteurs à maintenir les interdistances entre chaque véhicule. Celui-ci aussi rappelle une règle du code de la route. En règle générale, il est strictement interdit d'accéder à cette partie de la chaussée, sauf en cas d'arrêt d'urgence.
Ce panneau annonce un dispositif local particulier, contrairement au panneau précédent. La voie auxiliaire signalée, c'est la bande d'arrêt d'urgence qui s'ouvre à la circulation à certaines heures de la journée afin de participer à décongestionner un secteur fortement encombré. Enfin, il existe des panneaux divers pour annoncer des équipements dans une agglomération ou dans quel sens se diriger pour trouver une borne d'appel d'urgence sur autoroute par exemple. Ceux-là sont destinés aux cyclistes. Les panonceaux sont blancs, carrés ou rectangulaires et sont placés pour la plupart sous les panneaux. En règle générale, ils concernent uniquement le panneau situé juste au-dessus. Ils servent à donner un complément d'information concernant une catégorie d'usagers, une étendue, une distance, une direction ou des horaires par exemple. Quelques-uns sont placés au-dessus des panneaux. Il s'agit de panonceaux d'identification. Ils peuvent donner un complément d'information sur le nom d'une autoroute, d'une route ou d'un camping. Il est également possible de placer deux panonceaux sous le même panneau. Dans ce cas, il faut lire ainsi « L'interdiction de tourner à gauche ne concerne que les véhicules affectés au transport de marchandises dont le poids dépasse 7 tonnes 5. » Lorsque plusieurs panneaux et panonceaux sont implantés sur le même support, la règle est toujours la même. Le panonceau complète uniquement le panneau situé juste au-dessus. Il y a tout de même une exception à cette généralité. Lorsqu'un panneau de prescription, c'est-à-dire obligation ou interdiction, est placé sous un panneau de danger, le panonceau placé sous l'ensemble concerne les deux panneaux. Dans cet exemple, la limitation de vitesse et le virage commencent à 300 mètres. Le panonceau peut concerner une catégorie d'usagers. Placé sous une interdiction ou une obligation, cela signifie que cette prescription ne concerne que cette catégorie. Ici, la vitesse est limitée à 45 km/h, uniquement pour les véhicules affectés au transport de marchandises, quel que soit leur poids. Voici quelques-uns des panonceaux de catégorie les plus souvent utilisés. Véhicules de moins de 3 tonnes 5, transport en commun, cycle, cyclomoteur, piéton, véhicules agricoles à moteur. Ces deux-là se ressemblent, il ne faut pourtant pas les confondre. Les panneaux d'indication, d'interdiction ou d'obligation sont habituellement utilisés en position. Lorsqu'il est nécessaire de prévenir plus tôt, le panonceau de distance complète alors le panneau. Implanté sous un panneau de danger, il modifie les règles générales d'implantation, à savoir 50 mètres en agglomération et 150 mètres hors agglomération. Ici, le carrefour à sens giratoire se trouve à 300 mètres. Celui-ci est un panonceau détendu. Sur cet exemple, le risque de passage d'animaux sauvages commence à 150 mètres, puisque c'est un panneau de danger, puis s'étend ensuite sur 19 km. Ces panonceaux en forme de flèche précisent la voie concernée. Des deux côtés du panneau, pour l'interdiction de s'arrêter, et uniquement pour la voie de droite, pour la limitation de vitesse à 70 km/h. Il y a également une catégorie de panonceaux qui signalent des dérogations ou des prescriptions. Sur la photo de gauche, l'accès est interdit aux véhicules, sauf aux cyclistes. Sur la photo de droite, la circulation des véhicules est interdite, sauf pour les livraisons entre 7h30 et 11h30. Enfin, les panonceaux schéma. Ils sont obligatoirement associés à des panneaux de priorité. Ils permettent de visualiser le profil d'une intersection complexe. Le trait épais matérialise l'axe qui conserve la priorité, le ou les traits fins, le ou les axes non prioritaires. Pour bien lire les panonceaux schéma, il convient de retenir que la route sur laquelle je circule est toujours matérialisée par le trait du bas au centre. Ensuite, vous imaginez que vous posez le panonceau au sol devant vous, et il représente alors la configuration parfaite de l'intersection. Ce type de panonceau peut être implanté uniquement sous un panneau stop ou céder le passage.
Cette catégorie de panonceau-schéma ne peut être implantée que sous un signal de route à caractère prioritaire ou de priorité ponctuelle. Attention tout de même. Lorsque l'on quitte l'axe prioritaire par le côté gauche, il faut céder le passage aux véhicules arrivant en sens inverse. Les balises et les bornes sont aujourd'hui en plastique ou en métal. Elles se sont substituées aux balises en béton qui devenaient des obstacles fixes et dangereux en cas de sortie de route des véhicules. Cette balise cylindrique blanche avec son anneau rouge réfléchissant permet de situer l'intersection. Elle est très utile hors agglomération, mais n'a aucun rapport avec la règle de priorité en vigueur. La partie blanche de la balise forme un I comme intersection. Sa cousine, la balise de virage, est totalement blanche avec un anneau blanc rétro-réfléchissant. Dans les régions fréquemment enneigées, elle portera un chapeau rouge, de manière à pouvoir l'identifier sur un paysage blanc. La signalisation de position du virage peut être complétée par ce panneau à chevrons bleu et blanc, particulièrement visible la nuit. Les délinéateurs servent à matérialiser les limites de la chaussée. Le petit rectangle blanc sur la partie noire est un dispositif réfléchissant qui permet en conduite nocturne d'appréhender plus facilement courbes et faux plats. Les balises d'obstacles permettent de signaler aux conducteurs des obstacles fixes qui peuvent s'avérer très dangereux en cas de choc. Murets de pont, angles de mur, etc. Les balises de passage à niveau sont au nombre de 3. La première comporte 3 bandes rouges obliques, la seconde 2 bandes rouges et la dernière une seule. Elles sont réparties à intervalles réguliers entre le panneau qui annonce le passage à niveau et la voie ferrée. Ce carré bleu indique une tête d'îlot directionnelle à contournement par la droite. Les balises de musoir servent à matérialiser l'endroit de séparation de 2 voies de circulation, à la hauteur d'une bifurcation par exemple. Ces balises servent au renforcement des marquages. Cette balise, appelée manche à air, peut compléter ce panneau. Lorsque le vent s'engouffre dans la manche en tissu, cela permet d'indiquer le sens et l'intensité du vent. Force est de constater qu'à cet instant, la présence de vent est totalement inexistante. La signalisation lumineuse est principalement destinée à régler les priorités aux intersections. Il existe également des signaux lumineux pour différentes catégories d'usagers, piétons, cyclistes, bus, tramways, etc. Le plus répandu des signaux lumineux est sans nul doute le feu tricolore. Ces feux sont ronds ou en forme de flèche. Au rouge, interdiction de passer. Au feu jaune, l'arrêt est obligatoire, sauf si cette manœuvre ne peut plus être effectuée en sécurité. Au vert, je passe en m'assurant que la voie est libre. Bien souvent, une ligne d'effet indique aux automobilistes où marquer l'arrêt. Elle peut être placée en retrait du feu pour permettre aux véhicules longs venant des rues adjacentes de tourner ou bien pour réserver un sas de protection pour les vélos. Parfois, le feu rouge est répété sur sa face arrière. C'est une croix grecque. Ce dispositif peut permettre de tourner à gauche avec plus de sécurité. Une signalisation spécifique, feu ou panneau, peut toutefois autoriser les cyclistes à tourner à droite au feu rouge. Ils doivent au préalable s'assurer qu'ils peuvent le faire en sécurité et céder le passage aux usagers de la voie abordée. Des panneaux de priorité peuvent être implantés sur les supports des feux. On ne doit pas tenir compte de ces panneaux tant que les feux fonctionnent normalement. Lorsque les 3 couleurs sont éteintes, ou bien lorsque le feu jaune clignote au milieu, tous les feux de l'intersection fonctionnent sur le même mode. On applique alors la règle imposée par les panneaux. Si le feu jaune clignote en bas, je peux passer, mais avec prudence, car les usagers circulant sur l'autre chaussée ont rencontré un feu vert. Je dois respecter le panneau de priorité lorsqu'il est présent, ou céder le passage à droite si aucun panneau n'est implanté sous le feu. Une flèche jaune clignotante peut être ajoutée au groupe de feux tricolores. Elle autorise à passer en suivant le sens d'orientation de la flèche, à condition de franchir l'intersection à allure réduite et de céder le passage aux piétons et autres usagers. Les signaux lumineux peuvent concerner uniquement une catégorie d'usagers. Dans ce cas, un sigle de la catégorie concernée ou le mot bus peuvent figurer à la place du feu classique.
Sur une intersection équipée de feux tricolores, lorsqu'un agent effectue la circulation, il faut tenir compte uniquement des indications données par ce dernier. L'agent est de face ou de dos, je m'arrête. L'agent se trouve de profil, je passe. Les voies ferrées et les tramways. Ces véhicules sur rail ont des distances de freinage considérables. Je dois donc respecter scrupuleusement les différentes signalisations imposant l'arrêt. Pour annoncer les voies ferrées équipées de feux rouges clignotants, 2 panneaux peuvent être implantés en présignalisation. Sur la photo de gauche, les passages à niveau sans barrière mais avec feu clignotant, et sur la photo de droite, les passages à niveau avec demi-barrière à fonctionnement automatique. Dans les deux cas, 2 feux rouges clignotent de chaque côté de la chaussée quelques secondes avant l'abaissement des barrières ou demi-barrières et l'arrivée du train. Pour être détectés de plus loin, des feux peuvent être placés sur potence. Pour assurer la sécurité de tous, 1 ou 2 feux rouges clignotants peuvent être implantés à l'endroit où les conducteurs sont tenus de céder le passage au tramway et autres transports en commun. Attention, lorsque le ou les feux ne clignotent pas, les conducteurs ne peuvent s'engager que s'ils sont sûrs de ne pas rester à l'arrêt sur les rails. Les voies réservées au tramway peuvent être équipées de ce genre de signalisation. Ces feux sont volontairement très différents. Ils ne concernent que les conducteurs de tramway. Les piétons peuvent rencontrer différents types de pictogrammes les concernant. Voici les signaux bicolores de traversée de chaussée. Est-il besoin de préciser que les piétons passent au vert? Dans ce second exemple, lorsque le symbole du piéton est rouge fixe, la mention stop clignote. Cela interdit aux piétons de traverser. Il est exclusivement utilisé aux traversées de voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun, tramway, busway et autres trolleybus. Le ou les feux rouges clignotants peuvent également être utilisés pour réguler la circulation fluviale ou aérienne. Divers feux de balisage peuvent être utilisés pour compléter la signalisation permanente de danger ou en complément de la signalisation temporaire. Différentes flèches d'affectation informent sur les possibilités d'utilisation des voies. Rabattez-vous dans la voie de droite, rabattez-vous dans la voie de gauche, voie ouverte, voie fermée. Vous avez pu le constater, ce chapitre est vaste. C'est en effet un véritable langage de couleurs, de formes et de pictogrammes. Il doit être compris par des individus d'âge et de culture très différentes. Il se doit également d'être compréhensible par les étrangers circulant en France. Le langage écrit comporte parfois ses fautes d'orthographe, le langage routier aussi, puisqu'il est conçu par l'homme. Il est donc malheureusement possible de rencontrer des erreurs de signalisation. L'évolution des infrastructures, des comportements et des véhicules a déjà nécessité de nombreuses modifications. Il en sera de même dans les années à venir. Lorsque vous aurez obtenu le précieux sésame, il sera important de vous tenir informé de ces évolutions.